On considère que avec 12 mètres, on peut facilement s'enrayer, sachant que le camion fait déjà plus de 9 mètres de long. Donc on a tout un système hydraulique qui va nous permettre d'aller appuyer avec des vérins les 4 roues fer, ce qu'on appelle des loris. Donc là, il faut être en face. On commence toujours par l'arrière de l'engin pour pouvoir prépositionner les roues fer sur le rail, ce qui nous permet, si on veut verrouiller l'avant, de pouvoir, avec l'axe directionnel de l'engin, pouvoir se mettre bien en face. Alors je vois que le conducteur a une caméra devant. Affirmatif, donc il n'a pas de caméra devant. Les caméras, pour s'enrayer, sont sous le camion et il a un déport sur écran. En fait, notre écran nous permet d'avoir 5 visibilités. La visibilité du lorry avant, du lorry arrière, caméra de recul traditionnelle, ainsi que la caméra avant et arrière à vision thermique. C'est-à-dire que même sur un milieu complètement confiné, enfumé, sans visibilité, on sait ce qui se passe devant et on sait ce qui se passe derrière. Donc là, quand on regarde ce qui se passe, on vient de mettre en contact le lorry arrière sur le rail. On va prépositionner bien en face parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. C'est au centimètre près. On va prépositionner le lorry avant en contact avec le rail. Et ensuite, on va procéder au relevage de l'engin. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, chaque roue est entraînée par son propre moteur hydraulique. C'est-à-dire que tous les moteurs travaillent simultanément, mais ils sont entraînés par ce propre hydraulique. Et sur chaque roue, on a un moteur. Bon, alors là, il y a peut-être l'effet contre-jour. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le rail qui a été installé là, vous voyez, il a été recouvert de gravier. On n'a pas les mêmes repères que sur une aire d'enraillement ou un passage à niveau. On a des contrastes de couleurs, c'est pas toujours évident. Entraînement difficile. Oui, donc au niveau de la formation, pendant qu'il s'enraille, la formation spécialiste pour pouvoir manipuler cet engin, d'abord pour pouvoir connaître toutes les contraintes d'un tunnel, alors SNCF ou autoroutier du coup, puisqu'on est quand même concerné dans notre région. Nous avons 3 jours de formation de base et 2 jours de rajouter pour tous les chefs d'engin et les conducteurs. Et au cours de ces formations, donc, qu'est-ce qu'ils apprennent particulièrement ? Eh bien, on apprend déjà à connaître le réseau SNCF, parce que c'est pas pour tout le monde, là, on n'a pas tous la capacité de connaître et de vivre sur le réseau. Nous, on prend le train à la gare, il nous pose à la gare. Nous, on a plutôt tendance à, quand ça se passe dans une gare, c'est que la SNCF n'a pas besoin de nous. Donc, on a quand même des contraintes d'apprentissage sur la connaissance du réseau, le risque électrique, le risque des circulations ferroviaires, le vocabulaire utilisé par nos partenaires de la SNCF. Donc, on a pas mal de contraintes. Donc là, le train, il est enrayé. Donc le train, voilà, le train vient, le fourgon est enrayé. Le train est enrayé. Là, donc, vous voyez la hauteur qu'on a déjà prise. S'il faut atteindre le haut des coffres, forcément, ça nous pose des problèmes. Voilà, il ne faut pas être trop nain chez les pompiers, il faut même être grand. Bon, malgré tout, on a des marchepieds spécifiques qui nous permettent de pouvoir monter à l'étage nécessaire. Donc là, on considère qu'on a enrayé sur le réseau, on a dégagé le passage à niveau, parce que du moment qu'on est sur le passage à niveau enrayé, il s'est fermé. Donc si on veut le ouvrir, redonner la circulation aux automobiles, il faut qu'on dégage. Donc là, on va se retrouver dans une phase de se diriger à l'endroit où il y a le sinistre. Alors pendant qu'ils font quelques allers-retours, la ligne TGV qui passe, donc la ligne des Carpates qui traverse qui va de Bourg-en-Bresse à Bellegarde pour raccourcir le temps au TGV de faire Paris-Genève, la SNCF a été contrainte de réhabiliter cette ligne, et cette ligne qui comporte à l'origine 12 tunnels.
Donc là, il a trouvé le bouton du deux-tons. Donc on a, oui, donc un tunnel qui a été supprimé parce qu'il était très court. Il nous reste quand même 11 tunnels avec des accès très très compliqués, montagneuses, avec aucun chemin d'accès pour aller en tête de tunnel. D'où venir, la seule possibilité, c'est d'arriver par le réseau. D'où l'implication et la mise en place de ces rail routes. Donc du moment que le rail route se déplace en avant ou en arrière, on n'est plus lié au camion, on peut lâcher le volant. D'ailleurs, le volant est verrouillé pour pas que les roues tournent, il est complètement verrouillé. On n'a plus de commande, on peut appuyer sur la pédale de frein, le camion ne va pas s'arrêter. Là, on est vraiment en mode ferroviaire. On peut aller à une vitesse jusqu'à 30 km/h. Et puis, tout ça est hydraulique, les freins sont hydrauliques, tout est hydraulique. Bien sûr, deux dispositifs complètement autonomes et indépendants les uns des autres. La seule chose qui est commune aux deux, c'est le moteur du camion. Okay. Le moteur du camion qui entraîne la pompe hydraulique et qui va entraîner la pompe incendie et tous les services électriques dont on a besoin sur l'engin. Donc là, le camion peut se déplacer jusqu'à la tête du tunnel qui va être concerné. La vitesse maximum va être de 30 km/h. Comme tout engin extérieur SNCF, c'est 30 km/h. Déjà à 20, ça va assez vite. On n'est pas pressé par le temps quand on va sur le réseau ferré, parce que le temps de pouvoir savoir ce qui se passe, aller à l'enraillement, avoir les autorisations, c'est des dizaines de minutes qui se mettent en place. Donc c'est des interventions de très longue durée et avec des démarches compliquées. Pour chaque départ éventuel, 2 engins sont engagés simultanément à 2 têtes différentes des tunnels. Et bien sûr, sur nos tunnels autoroutiers, en priorité quand ceux-ci sont disponibles. Et les engins FPT-SR Rail Route sont situés où dans le département? Donc, Bourg-en-Bresse, Nantua, Bellegarde, c'est-à-dire tout au long de la ligne. Les 3 camions sont identiques. Et les 3 camions sont en permanence opérationnels? Alors, les camions ne sont pas en permanence opérationnels parce qu'ils peuvent déjà être en maintenance ou sur une intervention autre que le réseau ferré, mais on essaye d'en maintenir toujours au moins un opérationnel sur le département. Et quand on peut, on en engage 2. À savoir que les engagements sur le réseau ferré sont extrêmement exceptionnels et heureusement. Oui, tant mieux, effectivement. Mon commandant, je pense qu'on peut lancer la manœuvre, oui, parce qu'ils sont tenus de feu et ils vont bientôt fondre. Quand vous voulez. Donc Stéphane, c'est quand vous voulez. Donc, pour ceux qui ne voient peut-être pas, mais ils sont à contre-jour, mes collègues sont tous équipés d'appareils respiratoires. Ils respirent déjà l'air des bouteilles. On considère qu'on va rentrer dans le tunnel. Ils ne sont pas habitués au public? Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il n'a pas capé son masque, il a de la buée dans le masque, et il fait qu'il ne voit pas bien l'écran. D'accord. Donc là, avant de descendre, bien sûr, on va engager le cran de pompe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un camion qui est sans boîte à vitesse, enfin si, une boîte à vitesse, pardon, mais avec une boîte à vitesse robotisée. Donc on a plusieurs actions à faire avant de mettre en route la pompe incendie. Il faut neutraliser la partie robotisée pour lui demander au camion de bien vouloir entraîner l'arbre de transmission de la pompe. Et on a une temporisation à chaque fois 4-5 secondes, et il faut que ça tombe en face. Donc là, dans la démonstration, voilà ce qui se passe. On va sortir le matériel tranquillement. On va prépositionner, donc bien sûr, on vient de rentrer dans le tube, donc l'événement se passe devant le camion. Donc on va prépositionner une prise d'eau, c'est-à-dire on va ramener un tuyau avec un robinet devant le camion. Et dans un second temps, donc le binôme, les 2 équipiers là vont établir des tuyaux.
Alors ces tuyaux, on n'a pas l'habitude de les voir conditionnés comme vous les voyez là. D'habitude, on a l'habitude de voir en couronne, c'est-à-dire que le tuyau est roulé sur lui-même. Là, pour des raisons opérationnelles, on parle de conditionnement de tuyaux en haut. Ça permet de raccorder les 3 tuyaux, de les mettre en eau, de les mettre sous pression et de pouvoir avancer sur une longueur, dans un premier temps, de 60 mètres, toujours avec de l'eau. Donc en fait, le pompier il est sécurisé par rapport à la présence de la continuité de l'eau. C'est le grand principe. Donc les manœuvres sous tunnel ne sont pas dans nos livres. Aujourd'hui, nous, on a des manœuvres à apprendre, de base, etc. Celles-ci n'existent pas. On s'est adapté. Et s'en adapté, c'est l'équipe pédagogique liée au rail-route qui a été mise en place en 2010. Donc on a déjà 8 ans de retour d'expérience qui nous a amené à créer cette manœuvre. Voilà, c'est une manœuvre très locale, très départementale. Il a fallu des heures et des heures de travail et de conditionnement. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la progression sur le ballast, sur la voie ferrée est très difficile. Les sapeurs-pompiers que vous voyez là sont équipés de entre 20 et 25 kg de matériel supplémentaire. Le risque tunnel, ou même en tunnel, on est quand même dans un milieu très confiné. Psychologiquement, on n'est pas tout à fait préparé. Donc il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est d'avoir de l'aisance, les gestes et postures, et de ne pas trop se fatiguer pour ne pas se mettre, comme on dit chez nous, dans le rouge. Voilà, le principe, c'est de pouvoir aller faire l'intervention, surtout pour que tout le monde rentre. Et sans doute une des raisons pour lesquelles tout se passe dans un relatif calme. Alors là, tout se passe dans un relatif calme. On va mettre en eau, on va réfléchir, partir sur ordre. Donc priorité donnée à la sécurité avec la mise en eau des lances et la liaison du sapeur-pompier au fourgon. Oui, en effet. Donc là, l'important, c'est la sécurité du personnel. L'important, c'est de pouvoir progresser dans toutes les conditions possibles de sécurité. Sous air de la bouteille, on va respirer de l'air normal, sous pression en bouteille. On va utiliser un moyen en eau en permanence, c'est-à-dire que si on a un retour de chaleur contre nous, on pourra toujours essayer au moins de refroidir. Et la distance maximum avec laquelle on va pouvoir avancer a été déterminée à 100 mètres. À 100 mètres, on ne sait plus faire. Donc imaginez qu'on est sous un tunnel, régulièrement on va tester le plafond, la voûte du tunnel pour savoir si l'eau se vaporise ou pas. Si l'eau se vaporise, on peut considérer que l'air ambiant est très chaud et que l'eau se transforme en vapeur. Donc là, on n'a pas été à 60 mètres, on a été dans le cadre de la mission. Le conducteur ou le chef d'engin vient de repérer à la caméra thermique quelque chose, un phénomène qui se passe devant lui, et il vient de demander un repli. Donc on n'a pas entendu le retour micro, mais il vient de demander 3 fois le repli, un clip de ton. Le principe, c'est on coupe la pompe, on coupe la lance, on monte dans le camion et on se tire. Voilà, on recule. Le matériel, il reste. Donc le matériel reste sur place, le fourgon se met en autoprotection, c'est ça? Alors, le fourgon va se mettre en autoprotection, c'est-à-dire qu'on a toute une voûte de flotte qui vient couvrir l'ensemble de l'engin pour le refroidir, et on va reculer dans les meilleures conditions jusqu'à la sortie. Le principe, c'est les 6 pompiers remontent, se branchent sur les respirables du camion et évacuent le tunnel. Donc pour vous donner les limites, on ne rentre pas du coup dans un tunnel comme ça. Pour rentrer dans le tunnel, on va tester les températures et les gaz. À une température au sol à 40 degrés, le camion n'avance plus. Une température à 100 degrés en voûte du tunnel, on n'avance plus. Et on s'arrêtera, même s'il n'y a pas de température, dès que le bouchon de fumée ne pourra plus être franchi à l'œil nu. À ce moment-là, on mettra en route nos caméras thermiques et on se dirigera à la caméra thermique. Mais le camion s'arrête.
Il est évident que si on avait un feu de train embrasé sous un tunnel, il est impossible, avec 3000 litres d'eau, d'arrêter le feu. On est capable d'intervenir sur un train arrêté en tunnel, sur un feu naissant, ou pour procéder éventuellement à une reconnaissance. Au bout d'un moment, quand tous les critères d'arrêt seront franchis, on va stopper l'exercice, stopper la manœuvre de sauvetage, on va récupérer les éventuelles personnes proches du camion et on sera dans l'obligation de sortir. Il faut rester humble, puisque de toute façon, des températures, imaginez un train qui brûle au milieu d'un tunnel, enfin, rappelons-nous de la catastrophe du Mont Blanc qui n'était pas un tunnel autoroutier, mais tous ceux qui étaient en phase et au contact du feu, tout brûle. On retrouve rien, tout brûle. Là, donc, le principe, c'est de se sauver. Et combien de temps le fourgon est-il en mesure de rester en autoprotection avec l'eau? Ah ben là, donc, le camion, si on n'a pas utilisé d'eau, on va pouvoir utiliser l'ensemble de la tonne, donc il y a quand même pratiquement 3 mètres cubes, mais malgré tout, si on fait une attaque de feu, ou si on utilise un lance-canon, il existe à l'intérieur de l'engin une vanne qui nous permet d'avoir pour nous une réserve de 800 litres juste pour le sauvetage des pompiers. C'est-à-dire que l'autoprotection peut fonctionner à 800 litres. Bon, c'est des petites buses, donc on a largement l'autonomie pour se sauver. Et même si la pompe entraînée par le moteur d'engin s'arrête, on a encore l'autoprotection avec une pompe électrique qui va prendre le relais. Donc, engin spécifique, spécificité de notre département, puisque en France, il y a très très peu d'engins équipés de cette manière, équipés dans le département, par une entreprise départementale. On reste quand même avec des engins qui ont aujourd'hui 8 ans d'âge, qui ont fait très peu d'interventions sur le réseau ferré, mais qui nous ont bien dépannés sur d'autres situations, et entre autres les tunnels. Je pense personnellement au tunnel de Chamoise, qui est en autoroutier un des plus gros risques qu'on a sur notre département. Ok, bah écoutez, merci beaucoup.